Indochine française, 1947. Attendez, les gars. Qu'est-ce qu'il fait cet indigène devant cette tombe? Oh, l'indigène, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, j'honore la mémoire des ancêtres. Tu parles français? Oui, je parle français, j'ai appris votre langue avec Monsieur Nam. C'est sa tombe. Monsieur Nam, qui est-ce? C'était un grand chercheur français qui vivait Niatran. J'ai travaillé beaucoup d'années avec lui et il est mort il y a 4 ans. Je ne connais pas ce nom, Monsieur Nam, ça fait pas très français, Monsieur Nam. Alexandre John Émile Yersin, 1863-1943. Ah, ben voilà, ça fait déjà un petit peu plus français ce nom. Et il cherchait quoi en Indochine? Il était docteur. C'est lui qui a découvert le bacille de la peste et le vaccin pour sauver les vies humaines. La peste, la maladie? Oui, monsieur. Ça, c'est pas mal ça. Attends, tu es en train de me dire que je suis devant la tombe du gars qui a découvert comment guérir de la peste. Et que je vais raconter ça aux copains, ils vont pas me croire, ça c'est sûr. Et il a fait quoi d'autre, Monsieur Nam? Il a fait les premières cartographies de la région. Il a planté les EVA pour le caoutchouc, le quinquina pour le quinine. Il a donné beaucoup de travail aux familles des Niatran. Les gens d'ici, quand ils étaient malades, il les accueillait et les soignait gratuitement. Tout le monde l'aimait ici. C'est tout? Non, il était très ami avec Monsieur Pasteur. Pasteur, attends, le pasteur de la pasteurisation? Oui, c'est Pasteur, oui. Ah, ça me rappelle mes cours de chimie. Dis donc, c'est pas mal ça, il en a fait des choses ton gars là. C'est dommage que j'ai pas un appareil photo sur moi pour immortaliser le moment. Je l'aurais rapporté à ma mère à Aubagne pour lui raconter cette histoire de dingue. Tu connais Aubagne? C'est juste à côté de Marseille. Non, mais je connais Morges. Ah, ils nous en parlaient tout le temps. C'est là que sa mère a vécu jusqu'à la fin de sa vie. Il était très malheureux lorsqu'elle est morte. Vous savez, il parlait pas beaucoup ses sentiments, monsieur Nam. Mais quand on est mort, on a bien compris qu'il fallait pas l'embêter. Il lui écrivait tout le temps. Je vois. Et comment tu as appris à parler français, toi? Moi, j'ai travaillé 40 ans avec monsieur Nam. Ah ouais. Mais par contre, quand il parlait, il avait un accent très différent de vôtre. Et c'était beaucoup plus lent. Là, comme un Savoyard. Oui, il était suisse, il est devenu il est né dans les montagnes suisses et il est devenu français quand il travaillait avec Monsieur Pasteur. C'est un Suisse. D'accord. Oui. Ok, je comprends mieux. Oui, mais par contre, vous, quand vous parlez très vite. Ah oui, non, évidemment, je parle vite, sinon avec les copains à Marseille, on peut pas en placer une. C'est celui qui va dire le plus de conneries. Rien que d'en parler, ça me manque. J'ai hâte qu'on puisse vite régler les problèmes de l'Indochine, que je puisse rentrer chez moi, retrouver ma famille. J'arrête d'en parler, que ça me fout le bourdon. Non, je comprends. Être loin de sa famille, cela doit être difficile. N'en parle pas, je te dis, ça me fout le cafard. Bon, en attendant, traîne pas trop dans le coin. C'est un peu tendu dans la région, les militaires français sont un peu à cran. Tu m'as l'air d'être un bon gars, je voudrais pas qu'il t'arrive des bricoles. Merci. En tout cas, ça me fait plaisir de parler votre langue. Vous savez, je n'ai pas souvent l'occasion de parler français. Et quand cela se passe, cela me rappelle les moments passés avec Monsieur Nam. Il me manque beaucoup, vous savez. Ouais, je peux comprendre. Moi aussi, ça me fait plaisir de parler en français avec un indigène. Enfin, avec toi. Je te laisse honorer la mémoire de tes ancêtres, de nos ancêtres. Et encore une fois, traîne pas trop dans le coin, ça pourrait être dangereux. Allez, au revoir mon ami. Et passe le bonjour aux Suisses de ma part. Allez, Suisses. Les gars, j'ai trouvé un Suisse là. Mais non, mais pas un vrai Suisse, toi, réfléchis. Paris, le 20 novembre 1885. Chère maman, il y a presque un mois que je suis arrivé à Paris. Je ne sais pas si j'y resterai très longtemps, mais pour le moment tout se passe bien. Je suis le cours de bactériologie du professeur Cornil et il m'a proposé de l'assister dans son laboratoire pour traduire les publications de travaux allemands et l'aider dans ses préparations. Ce matin,
En lisant l'Écho de Paris, je suis tombé sur un article concernant M. Pasteur. Le journaliste se faisait l'éloge d'un bienfaiteur de l'humanité dont le génie est venu à bout de la rage. Ce terrible fléau, écrivait-il. Le laboratoire de M. Pasteur est situé à l'école normale supérieure, rue d'Ulm. Je suis passé dans la cour avant-hier et c'est impressionnant de voir le nombre de patients de toute nationalité qui te visitent. Malheureusement, je n'ai pas pu l'apercevoir. Autant te dire que j'ai hâte de rencontrer le grand homme. Ça ne devrait plus tarder désormais. En tout cas, j'y travaille. Je viendrai certainement vous rendre visite à Morges pour les fêtes. En attendant, 1000 baisers pour toi, ton fils affectueux, Alexandre. Hôtel-Dieu, Paris, avril 1886. Vous avez l'air fasciné par ce cadavre, jeune homme. C'est loin, la Russie, et il est arrivé trop tard pour être soigné. Joseph Meister a eu plus de chance, lui. Plusieurs injections de moelle de lapin atteint de la rage, et il a survécu. Nous connaissons tous les deux l'histoire désormais. Pasteur lui a inoculé un virus affaibli, et comme il l'a si bien décrit devant l'Académie des sciences, la maladie se préserve d'elle-même. Et voilà pourquoi nous sommes tous là, fascinés, comme vous, devant les miracles de la médecine. Nous écrivons l'histoire, comme Clémenceau. Georges Clémenceau, le politicien, vous connaissez. Vous n'êtes pas français. Et vous n'êtes pas très bavard. Vous travaillez pour le professeur Cornille ? Oui, et je suis étudiant en 3e année de médecine. Ah, les micro-organismes semblent vous intéresser, je me trompe. Je suis très curieux, je m'intéresse donc à tout ce qui est nouveau. Attention, c'est une discipline à risque. Approcher les microbes de près n'est pas sans conséquence pour la vie si on n'y prend pas garde. Sans compter tous les ennemis que vous vous attirez, médecins éminents, religieux de tous bords, politiques sous influence, le vaccin est bien plus dangereux que les microbes pour les bien-pensants. Le danger ne me fait pas peur, c'est l'ennui que je fuis. Ah, alors vous avez fait le bon choix, mon ami. Il faut être aventurier pour approcher les microbes. Tenez, regardez. Observez attentivement ce cadavre. Des formes invisibles l'ont attaqué. Et il n'a pas pu repérer son ennemi pour se défendre. C'est cruel. Mais ça n'est plus une fatalité. Vous vous rendez compte que pendant des siècles, les hommes ont attribué au diable l'œuvre maléfique de forces obscures cachées dans notre propre corps. C'est inouï. Ça vous laisse sans voix. Oui, bon. Finalement, c'est vous qui avez raison. La science avance en agissant, non en parlant. Enchanté, je m'appelle Émile Roux et je suis un collaborateur de Monsieur Pasteur à l'école normale supérieure. Vous connaissez Monsieur Pasteur ? Bien sûr. Quelle délicieuse coïncidence. Je cherche à le rencontrer depuis que je suis arrivé à Paris. Ah, si on suit un raisonnement scientifique, peut-être que notre rencontre n'est pas complètement liée au hasard. Mais oui, bien sûr, peut-être que vous pourriez me le présenter ou que j'assiste à des séances dans son laboratoire. Je serai dans un coin et je ne dérangerai personne. Fichtre. Ah, quelle logorée verbale soudaine, je ne m'y étais pas préparé. Vous pouvez répéter, jeune homme ? J'ai donc dit le mot magique, celui qui délie les langues les plus farouches. Et finalement, je découvre que Monsieur Pasteur est non seulement un chercheur éclairé, mais aussi un magicien, capable de rendre la parole à un muet. C'est fascinant. J'aimerais simplement le rencontrer, c'est tout. Pas de problème, je peux organiser ça. Vraiment ? Bien sûr. Vous feriez plus d'un heureux, je vous le garantis. Mais mon intuition me dicte que derrière l'image d'un homme réservé et timide se cache un passionné et un intuitif. Je sens un volcan qui bouillonne en vous et qui ne demande qu'à exploser. Je me trompe ? La science a besoin de personnes comme vous, de l'enthousiasme et du tempérament. Regardez Pasteur, il n'est pas médecin et pourtant son intuition et sa persévérance ont été profitables. Mais, vous savez, il y a de la place dans son laboratoire si cela vous intéresse. Nous sommes en quête de collaborateurs et je recherche justement un préparateur efficace. Ça vous dirait de rejoindre l'équipe rue d'Ulm ? Bien sûr.
Laboratoire de Monsieur Pasteur. Paris, septembre 1886. Entrez. Mais entrez, mon Dieu. Qu'est-ce que vous me voulez? Je vous préviens, je n'ai pas de temps à vous consacrer. Quoi? Mais qu'est-ce qui m'a fichu un énergumène de la sorte? Exprimez-vous, mon vieux. Vous sortez immédiatement de mon laboratoire. Je m'appelle... Quoi? Mais exprimez-vous distinctement. Autographe. Toujours rien compris. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Qu'est-ce que tu veux, mon garçon? Je voudrais vous demander une faveur. Pourriez-vous me signer un autographe, Monsieur Pasteur? J'ai bien compris ce que je viens d'entendre. Tu me déranges pour un autographe? Ah, mais c'est toi. Ah, comment t'appelles-tu déjà? Alexandre Yersin. Yersin, c'est ça. Mais pourquoi t'es-tu pas présenté immédiatement en arrivant? Hein? Je me méfie toujours des intrus, surtout avec un accent à consonance germanique. Je suis vaudois, Monsieur Pasteur. C'est la Suisse romande, celle qui est francophone. Oui, vaudois, bavarois, berlinois, ça m'est égal. L'ennemi n'est jamais bien loin. Faut toujours rester sur ses gardes. Au fait, qu'est-ce que tu me voulais? Je voulais vous demander un autographe. C'est pour une amie de ma mère qui vous admire beaucoup. Mais c'est une plaisanterie. Tu crois que j'ai que ça à faire, des autographes? Allez, fiche-moi le camp, Yersin, j'ai pas de temps à te consacrer. Retourne à tes études. Autographe. Attends. Tu dis que cette dame m'admire beaucoup? Oui, beaucoup, Monsieur Pasteur. Ah. Eh ben alors je le signe sur quoi, cet autographe? Je ne sais pas, je n'y avais pas pensé, Monsieur Pasteur. Ah, tu n'y avais pas pensé. C'est bien curieux comme garçon, toi. Ah bah tiens, voilà justement une étude sur le bacille de corps. Cet allemand cessera de me narguer jusque sur mon propre bureau. Tiens, mon garçon, prends ça. Voilà. Au fait, que penses-tu de son travaux sur la tuberculose? Oh, qu'il a le même mérite que vous avec la rage. Tu ne vas pas me comparer avec ce germanique, non? Si. Disons que vous avez tout de fait plus pour l'amitié franco-allemande que n'importe qui d'autre des deux parts de la frontière. Ah oui, t'es bien suisse, toi, hein? Pas question de prendre parti d'un côté ou de l'autre. Vous savez, si l'un des nôtres a créé la Croix-Rouge, c'est bien pour venir en aide aux uns et aux autres, n'est-ce pas? Ouais. Ou pour acheter votre propre tranquillité. Enfin, la course à la découverte des micro-organismes est une bataille. Nous avons déjà perdu l'Alsace, la Lorraine. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre celle-ci. C'est pour ça que j'ai lancé cette grande souscription. Pour ouvrir un institut. Un outil formidable, cet institut, qui va nous permettre de faire des découvertes qui comptent, de les propager au monde entier. J'attends son ouverture avec une impatience. Peut-être de la place pour toi. D'ailleurs, si tu veux rester avec nous après tes études, tu es là depuis combien de temps? 2 mois, Monsieur Pasteur. 2 mois. Très bien. Ah bah tiens, en attendant, rends-moi service. Même changer ces 3 francs en pièces de 50 centimes et en sous. J'en ai besoin pour mes petits patients, ça les calme. D'accord, très bien. Merci encore, Monsieur Pasteur. Je vous le revaudrai, je vous le garantis. L'autographe. C'est ça. En faisant une découverte biologique remarquable, à ce moment-là, nous serons quittes. Allez, va, mon garçon. On va t'occuper de ta famille vaudoise. Merci encore. Je reviens vite. Il a de l'audace, ce jeune homme, pour un germanique. Institut Pasteur, Paris, le 14 novembre 1888. C'est une grande fierté pour moi d'inaugurer cet institut qui contribuera à faire avancer la science, enseigner les nouvelles découvertes et participera pleinement à la grandeur de la France.
Merci, Monsieur le Président de la République, de nous faire l'honneur d'être parmi nous ce soir. Merci, Mesdames et Messieurs, d'être venus si nombreux pour marquer de votre présence ce moment qui fera date, je n'en doute pas. Vive l'Institut Pasteur, vive la France! Ah, enfin le calme, quelle foule! C'était surtout des vaniteux qui veulent tous leur part de gloire. Je déteste ces réunions d'hypocrites en tout genre. En revanche, je ne suis pas mécontent de le voir enfin inauguré. Je sens que nous allons faire de grandes choses ensemble. Je m'y sens déjà comme chez moi. Et puis, le faire avec vous est encore plus réjouissant. Il y a tant de maladies qui demeurent des mystères, mais en votre compagnie, plus pour longtemps. Et que se passe-t-il? Je vous trouve bien songeur. Ah non, je partage votre enthousiasme concernant les potentielles découvertes. Ça, c'est une certitude. Par contre, je ne pense pas que je resterai longtemps dans cette ville. Cela fait 3 ans que je suis ici et déjà j'étouffe. Paris me fait horreur, les mondanités m'exaspèrent et le théâtre m'ennuie. Tout ça n'est pas pour moi. J'aspire à autre chose qui soit plus proche de ce que je suis. J'ai besoin d'espace. Voilà. Croyez-moi, Émile, ça n'est pas une vie que de ne pas bouger. Vous me faites beaucoup de peine en disant cela. Je vous estime vraiment et je n'ai aucune envie de vous voir partir ailleurs. Vous changerez d'avis, vous verrez. Tenez, regardez. Nous ne sommes pas bien là. La vie parisienne, les femmes et Pasteur. Je vais vous faire une confidence. Depuis que je travaille avec lui, j'ai vraiment confiance en moi. Il a un mauvais caractère, mais il dégage une force qui me donne la foi que je n'ai jamais vraiment eue. Il est comme un père de substitution pour moi. J'ai perdu le mien à 9 ans et j'ai été élevé par ma sœur. Vous savez, je n'ai pas connu le mien non plus. Oui, il est mort avant ma naissance. C'est ma mère qui m'a élevé avec ma sœur. Vous voyez encore un point commun. Croyez-moi, le destin nous a mis sur la route l'un de l'autre pour faire de grandes choses ensemble. J'en suis convaincu. Vous n'avez pas envie de voyager, de découvrir le monde? Je voyage déjà beaucoup avec un microscope. C'est l'univers que je vois quand je pose mon œil sur la lentille. Alors, que voulez-vous de plus que l'univers et ses mystères à portée de la cornée? Le reste vous décevra forcément. Faites-moi confiance. Oh, mais j'ai confiance en vous, ce n'est pas la question. Nous sommes juste différents. J'aspire à certaines choses et Paris n'en fait pas partie. Et puis quant à faire progresser la science, je n'ai pas besoin d'y vivre. La curiosité n'a pas de frontières. Émile. Soit, enfin, je ne désespère pas de vous faire changer d'avis. En attendant, profitons des instants qui s'offrent à nous. Que diriez-vous d'une bonne bière bien fraîche en compagnie d'une jolie blonde? Ouais. Ou d'une éprouvette pleine de microbes en compagnie d'un cobaye. Ah, les amis, vous êtes là. Je vous cherchez partout. Posez-moi ça. Ah. Quel grand moment nous vivons, n'est-ce pas? J'en ai la chair de poule. Trinquons à la félicité. C'est ce que nous nous apprêtions à faire, figurez-vous. Eh bien, buvons et réjouissons-nous. Institut Pasteur, Paris, juillet 1889. Bonjour, Émile. Ah, monsieur le docteur Yersin, je vous salue bien. Comment vous portez-vous? Épuisé. Je reviens du Champ de Mars où j'ai enfin pu visiter la nouvelle tour de métal, vous savez, construite par Monsieur Eiffel. C'est très impressionnant. L'avez-vous visité? Non, pas de temps pour ça, non. Vous savez, le travail avant tout. Toujours pas de vacances non plus. Vous devriez, avec le beau mois de juillet que nous avons. Et puis voyager, c'est vraiment enrichissant. Pas de temps pour ça non plus. Vous allez au moins rendre visite à votre sœur au puits. Probablement, mais je ne sais pas encore quand je pourrai m'y rendre. Et puis, nous avons tant à faire avec les recherches sur la toxine diphtérique, les cours de microbie technique, et puis cet institut que nous devons faire grandir aux côtés de Pasteur. Alors je vous rejoins, mais sur 2 points seulement. La diphtérie et l'institut. Par contre, pour les cours, je dois avouer que je suis sidéré devant la stupidité de la plupart des élèves. C'est affligeant. Je vous trouve dur, Alexandre. Il ne faut pas oublier qu'ils sont nombreux à découvrir la discipline. Vous devez être indulgent. Je ne dois pas être fait pour l'enseignement. Et puis je n'ai malheureusement pas votre patience. Par contre, pour ce qui est de découvrir le monde, j'insiste, mais je pense vraiment que ça vous ferait du bien. Tenez, je me suis également rendu au pavillon des colonies, à l'exposition universelle. Et les reconstitutions des villages papous, tahitiens et indochinois sont vraiment impressionnantes. Vous devriez y aller, Émile, je vous le conseille vraiment.
Pour ma part, je me suis longtemps arrêté devant celui de l'Indochine et je dois dire que ça m'a beaucoup plu. Ouais. Je crois que j'aimerais bien visiter cette nouvelle colonie française. Pour y étudier les microbes, bien sûr. Et pourquoi pas? Ne me tentez pas, Émile. Ne rêvez pas, mon cher. Vous avez beaucoup trop de travail à mes côtés pour envisager que je vous accorde la moindre autorisation de vous absenter pendant aussi longtemps. J'ai beaucoup trop besoin de vous. Vous vous passeriez très bien de moi, j'en suis convaincu. Et qui m'assisterait dans les recherches et les cours? Donc, ce serait uniquement l'assistant qui vous ferait défaut. Pas seulement. L'ami aussi me manquerait, assurément. Il ne serait pas bien loin. Et puis, je vous écrirai... Je vous écrirai même aussi souvent qu'à ma mère. Voilà, c'est promis. C'est très aimable de votre part. Ça me touche vraiment que vous me mettiez au niveau de votre mère, mais je n'ai pas de temps pour la correspondance non plus. Désolé. Décidément, vous ne voulez vraiment pas me voir partir. Non, certainement pas. Bien. Alors, à défaut de me laisser partir jusqu'au bout du monde, peut-être accepteriez-vous de m'accompagner à l'exposition universelle prochainement. J'ai repris des billets et je compte bien y retourner, Émile. C'est si grand qu'il y a tant de choses à découvrir. Vous ne sortirez d'ici que lorsque la diphtérie sera définitivement vaincue. Ah oui. Hâtons-nous d'en finir alors. Institut Pasteur, Paris, mars 1890. Et je passerai volontiers vos commentaires sur mes travaux, monsieur. Et je vous prierai de ne pas réapparaître de sitôt, c'est compris? Incroyable. Il m'a fait perdre un temps précieux avec ses sornettes. Eh bien, Émile, je vois que vous ne vous économisez pas. Bonjour Alexandre. Sachez que je vais très bien et que ce n'est pas ce journaliste du Figaro que je viens déconduire qui va m'enlever mon enthousiasme et ma soif de travail. C'est celui que je viens de croiser. Celui-là même. Quel vaniteux, c'est un poison pire que la toxine diphtérique. Et croyez-moi, on n'est pas prêt d'en trouver un vaccin pour s'en débarrasser de ce fâcheux. Alors, mon ami, je vous ai rapporté un petit saucisson. Il va vous réconcilier avec tous les fâcheux de la terre. Charmante attention. Merci beaucoup, ça me changera de la viande de cobaye. Je dois avoir un vin blanc bien caché dans une éprouvette. Ah oui. Tenez, pour en revenir à nos amis les journalistes, j'ai reçu des sollicitations d'un hebdomadaire allemand qui souhaite s'entretenir avec nous pour, je cite, notre contribution à l'étude de la diphtérie. Surprenant, non? Ah oui, très. Ça doit être le 100e en un an. Les lauriers de la gloire, que voulez-vous? Tous mes espoirs sont comblés, Émile. Un Allemand, c'est forcément pour vous. Ça doit être un homme alors, non? Étrangement, vous devenez polyglotte lorsqu'il s'agit de journalistes au féminin. Quelle calomnie, jeune homme. Je suis beaucoup plus rationnel que vous ne le prétendez. Vous êtes surtout beaucoup plus fourbe que vous ne le laissez paraître. Vous m'estimez trop, je crois, pour me prêter des intentions et une intelligence que je n'ai pas. Ah, je profite que nous avons un peu de temps devant nous pour revenir sur le dernier cours de microbie technique que vous avez dirigé, celui sur la préparation de la gélatine. Je dois vous avouer que j'ai trouvé le ton employé un peu récitant et que vous parliez un peu trop doucement. Mais à part ça, vous progressez. Votre prochain cours sera, j'en suis certain, plus assuré et audible. Ah, pour ma part, je vous très perspicace et bien audible même. Par contre, je dois dire à mon tour que je trouve votre cours mal préparé et confus même. Les étudiants doivent se rendre compte, Émile. Et puis, je vous rappelle que j'ai accepté cette tâche uniquement parce que vous étiez réellement insistant. Il me semble que nous nous sommes déjà engueulés à ce propos. Nous n'allons pas remettre ça, ce serait gâcher le moment, n'est-ce pas? Soit. Alors, sur quoi portera le prochain cours? Sur le choléra des poules. Ce sujet devrait plus vous intéresser. Vous savez surtout que je ne souhaite pas récupérer tous vos cours, car j'ai d'autres projets qui n'ont pas vraiment lien avec l'Institut. Oui, mon cher, je connais vos aspirations aussi bien que vous désormais, médecin auxiliaire dans les messageries maritimes, et en Indochine plus précisément. Je connais d'ailleurs le refrain par cœur pour l'avoir entendu assez souvent depuis plusieurs mois maintenant. Oui, eh bien je continuerai de vous l'asséner afin que vous puissiez réellement l'entendre. Alexandre, je vous le redis, je ne veux pas me fâcher avec vous, mais vous faites fausse route. Votre avenir est à nos côtés, à l'Institut. Quant au cours, j'ai vraiment besoin que vous soyez à mes côtés. Je vais vous faire une confidence que vous ne devez répéter à personne.
Je suis malade, Alexandre, et j'ai besoin de vous pour me soutenir. Quel est le mal qui vous ronge? Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus, désolé, mais ça pourrait être handicapant. C'est pourquoi vous savoir à mes côtés est tout à fait réconfortant. Enfin, Émile, dites-moi ce que vous avez, s'il vous plaît. Si vous ne me le dites pas, je vais commencer à m'inquiéter sérieusement, donc ne soyez pas si mystérieux. Ne vous inquiétez pas pour moi, ça va aller. Vous n'avez pas commis d'imprudence durant une manipulation, j'espère. N'insistez pas, je ne veux pas en parler. Comment vous ne voulez pas en parler? Donc vous me retenez contre mon gré, mais vous ne voulez pas m'en donner la raison. J'en conclus que c'est uniquement du chantage affectif. Pas ça, Émile, pas vous. Vous êtes plus subtil, je mérite mieux que ça. Alexandre, croyez-moi, je ne cherche pas à vous culpabiliser. J'essaie simplement de vous dire que je ne suis pas certain d'être en mesure d'assurer l'ensemble des cours. Alors que la réputation de l'Institut grandit de jour en jour et que l'on vient du monde entier pour suivre ces cours, je vous assure que ce n'est pas le moment de plancher, vous me comprenez? Non, je ne vous comprends pas. Ce n'est pas le marché que nous avions Eh passé. bien, restez dans votre ignorance, c'est ce que vous feignez de ne pas comprendre. Je vais vous dire, tout ça c'est juste de l'orgueil, alors partez si vous le souhaitez. L'Institut mérite mieux que cette réaction, vous n'en êtes pas digne. C'est moi qui ne vous comprends pas. Ces mots ne vous grandissent pas. Je suis orgueilleux, bien d'accord. Je sors immédiatement. Ça, c'est ça, et ne revenez surtout pas. Je me débrouillerai très bien sans vous et votre orgueil. Quel idiot je fais. Au fond, je ne sais pas qui de nous deux est le plus orgueilleux. Institut Pasteur, Paris, avril 1890. Alors dites-moi maintenant, comment se passent les cours? Vous savez ô combien ils sont importants pour moi. C'est l'image de notre institut. Le monde médical nous observe et nous envie. Mais j'ai foi en vous. J'ai foi en votre capacité à mener cette mission à bien. Vous ne me décevrez pas, j'en suis sûr. Et votre assistant, Yersin, vous donne-t-il satisfaction? Les cours se passent bien. Merci. Quant à Yersin, il a son caractère. Il me supplée pour certains cours et il est vrai qu'il est quelquefois un peu maladroit avec les élèves. Mais son investissement dans ses recherches est tout à fait remarquable. Je suis satisfait de son travail. Bon, mais... Savez-vous qu'il est venu me voir hier et m'a fait une requête qui m'a pour le moins étonné. Il m'a demandé une lettre de recommandation afin d'entrer comme médecin de bord dans la compagnie des messageries maritimes. Vous étiez au courant de ce souhait? Effectivement, il m'a fait part de ce souhait depuis plusieurs mois maintenant, mais j'ai jugé que ce n'était qu'une passade et je n'y ai pas prêté plus d'attention. Par contre, je dois reconnaître que cette lubie devient assez obsessionnelle chez lui. Mais vous qui le côtoyez au quotidien, qu'en pensez-vous? Il dit qu'il étouffe à Paris et il est vrai qu'il n'est pas très à son aise en société, mais je pense sincèrement qu'il ferait une grossière erreur en quittant son poste. Sa carrière s'en verrait ralentie, voire stoppée, et nous perdrions un collaborateur prometteur. J'en conviens, mais comment garder un collaborateur aussi brillant fut-il sans son consentement? Est-ce bien raisonnable? Il est jeune et ne sait probablement pas ce qui est bon pour son avenir. Ah, ce n'est pas du tout l'impression qu'il laisse. Il a l'air au contraire très lucide pour son âge. Et puis, chacun est maître de sa destinée, ne pensez-vous pas? En réalité, je n'arrive véritablement pas à le cerner. Il est à la fois entièrement à ce qu'il fait, il montre un acharnement et une dévotion sans pareil dans ses recherches, et d'un autre côté, je le sens ailleurs. Ces contradictions sont réellement déstabilisantes pour les scientifiques que je suis. Vous touchez là à un point sensible, mon cher Émile. La science ne peut pas tout expliquer, surtout lorsqu'il s'agit des soubresauts de l'âme humaine. Il n'en demeure pas moins que cela me peine, car je sens chez lui un potentiel sans égal parmi les disciples. Ah, mais vous êtes un affectif, mon cher. C'est peut-être vous qui avez besoin de grandir, finalement. Allez, je vous taquine. Bon, mais cela ne nous donne pas plus d'éclairage sur la réponse que nous devons donner à cette demande, aussi déstabilisante soit-elle. Mais répondez-lui favorablement, et le temps jouera peut-être en notre faveur, qui sait. J'en doute. Bon, prenez de quoi écrire.
Vous allez rédiger la lettre que je vais vous dicter. Je sous-signais Louis Pasteur, directeur de l'Institut Pasteur, membre de l'Institut et Grand Croix de la Légion d'honneur. Certifie que le docteur Yersin Alexandre a occupé le poste de préparateur au laboratoire de chimie physiologique de l'École des hautes études, ainsi que mon institut, depuis le mois de juillet 1886. Je me plais à constater qu'il s'est toujours acquitté de sa tâche avec le plus grand zèle, et qu'il a même publié lors de son séjour à mon institut plusieurs articles qui ont été accueillis favorablement par des savants compétents. Fait à Paris, etc. Très bien, merci pour lui. Et j'ajoute, je sous-signais Émile Roux, déclare que monsieur le docteur Yersin est le plus grand imbécile de la planète de vouloir quitter le navire alors que celui-ci s'approche du nouveau monde, etc., etc. Tout le monde n'est peut-être pas aussi chanceux que Christophe Colomb. La science est tout de même faite de chance, n'est-ce pas? Ah, c'est même son fondement. Allez, mon ami, allez porter la bonne nouvelle. Institut Pasteur, Paris, le 25 mai 1890. Bonjour Émile. Je suis venu dès que j'ai appris que vous étiez souffrant en réalité. Comment vous portez-vous? Les cours se passent bien, merci, mais vous, comment allez-vous? Vous voulez que je vous dise où j'en suis avec les messageries maritimes? Avant de vous donner une réponse, j'aimerais bien que vous me disiez si le traitement qu'Olga Metchnikov vous a prescrit est efficace. Vous ne me répondez pas. Vous voulez que j'assure votre 5e cours? Ça n'est pas possible, ça, Émile. J'ai déjà assuré beaucoup de cours à vous qui m'ont pris énormément de temps et je souhaite vraiment quitter Paris, vous le savez. Je veux bien le faire pour vous, mon ami, mais comprenez-moi. Pas pour moi que tu le fais, mais pour l'Institut. Oui, bien sûr, il faut sauver aux intérêts de l'Institut, mais je ne fais que ça, de sauver aux intérêts de l'Institut. Non, objectivement, depuis 4 ans que je suis sur Paris, je travaille jour et nuit pour l'Institut. Vous ne pouvez pas me faire de reproches, Émile, pas à moi. Et comment tu le sais? En préparant tes valises, c'est ça? Nous avons la lourde tâche, Alexandre, de gérer cet institut, c'est notre destin, l'humanité attend ça de nous, nous en sommes responsables. Je ne te comprends pas, Alexandre, tu as tout ce qu'il te faut pour t'épanouir ici. La recherche, les cours. J'ai même pensé que tu pouvais prendre une place de professeur dans une faculté de province. Que te faut-il de plus? La liberté, c'est ça? Bon, ça suffit, là. Olga vous l'a dit, elle vous l'a même répété, vous ne devez plus parler. Ça fait partie du traitement. Pars sur ton bateau, je ne sais où encore, puisque tu veux te sentir libre. Fuis Paris et le monde si tu le souhaites, ça m'est égal désormais. Laisse-moi, je t'en prie. Émile, ça n'est pas raisonnable. C'est toi qui n'es pas raisonnable, Alexandre. Émile, allez. Mon ami, ne m'abandonne pas. Pas maintenant. Sans complicité, la vie est juste mécanique.
Très bien, Émile. Je vais assurer tous vos cours jusqu'à ce que vous vous portiez mieux. Mais promettez-moi ensuite que je pourrai faire ce que je souhaite et que vous vous mettrez plus dans cet état. Votre engagement pour cet institut vous honore, mon ami, mais à ce rythme, vous allez y laisser votre peau. Vous m'inquiétez vraiment. Tu m'as pas répondu pour les messageries maritimes. Adieu. Pour le moment, je n'ai pas eu de réponse de la part des messageries maritimes. Vous pouvez donc être rassuré sur ce point. Je suis encore à vos côtés jusqu'à ce que vous alliez mieux. Mais vous devez suivre les prescriptions d'Olga et vous reposer, c'est très important. Va où bon te semble. Mais n'oublie pas d'amener ton microscope avec toi. Je te le promets. Il sera mon meilleur ami. Après toi. À bord du Saigon, le 6 mai 1891. Chère maman, c'est de ma cabine, à bord du Saigon, que je t'écris. Nous faisons route vers Haiphong, en Indochine, et je dois te dire que ça me change de la ligne Saigon-Manille, qui n'avait plus grand intérêt après plusieurs allers-retours. Le premier endroit où nous nous sommes arrêtés est un village côtier fort pittoresque, répondant au nom de Nha Trang. Il est entouré de montagnes et de forêts épaisses dans lesquelles pullule le tigre. Je m'y suis trouvé d'emblée comme chez moi. Sinon, dans ta dernière lettre, tu me demandes si je prends goût à la pratique médicale. Et je te répondrai oui et non. Je considère la médecine comme un sacerdoce, et demander de l'argent à un malade, c'est un peu lui dire la bourse ou la vie. Enfin, tu veux savoir si je retournerai travailler à l'Institut Pasteur, et je te réponds qu'il est peu probable que je reprenne mes recherches à Paris. J'ai trop de goût pour l'exploration scientifique, et il me semble que je marche sur les pas du docteur Livingstone à chaque étape de ce périple. Autant te dire que cette sensation me remplit de joie et me donne beaucoup d'énergie. Ton fils affectueux, Dr Yersin. Indochine française, le 5 août 1892. Au diable les sangsues! Ils te collent à la peau toute la journée. Il me faut le nom du village pour l'ajouter à ma carte. A priori, il doit être à ce niveau. Sabaidi. Sun, Nang. Nindi Yapsai. Vous devez être le chef du village. Je vous remercie humblement pour la bienveillance et l'hospitalité dont vous faites preuve à mon égard. Mon nom est Alexandre Yersin. Et vous, comment vous appelez-vous? Alexandre Yersin. J'ai besoin de connaître votre nom car les villageois ils portent en général le nom de leur chef. Ça me permettra de rajouter votre village sur ma carte. Maniakmani. C'est ma montre. Les aiguilles indiquent l'heure et les minutes et on peut les faire bouger comme ceci. Oi! T'as de pin cop tani. Nang kun. Nang kun, Khosibunai. Khosibunai. Nang. C'est une coutume molle de jeter les chaussures? Mais tu ne crois pas, Bakla, oui. Oui, d'accord.
Désormais, j'avancerai les pieds au contact du sol, puisque vous me le conseillez. De toute façon, ces chaussures étaient trop abîmées pour que je les mette, et il est peu probable que je trouve un vendeur dans la région, n'est-ce pas? Pas ça, pas ça. Attendez, j'ai apporté des présents pour les habitants du village. J'ai des étoffes. J'ai du sucre de betterave aussi. จะเป็นท่านหมอบอก J'ai une boîte qui contient de la viande de bœuf également. เขาสิฮู้จักดีนี่ว่าเป็นหยังเจ้าเป็นท่านหมอแม่นบอกขอยอยากหาเจ้าขอเด็กน้อยบ่สบายปานนั้นแต่ขอยแป๊บหนึงอย่าเอาเข้ามาฮะอย่าเอาเข้ามา J'espère que je ne vais pas offenser. Là, vous savez, ça pour la daille, bon. Oui, d'accord, oui. Ce bébé a l'air malade. Posez-le sur le lit pour que je l'ausculte. Posez-le sur le lit. Cet enfant a la variole. Vous devez absolument l'isoler, d'accord? Le mettre à l'écart des autres habitations, vous me comprenez? Évidemment, vous ne me comprenez pas. Il est contagieux, il a probablement contaminé d'autres membres du village. Malheureusement, je ne peux rien faire pour lui car je n'ai pas de vaccine sur moi. Ça n'est pas l'objet de mon voyage. Mais je vous promets de prévenir très vite mes confrères. Ils organisent des campagnes de vaccination, alors ils reviendront dans la région avec tout le matériel nécessaire. Croyez-moi. จะช่วยชีวิตเราได้บ่เด็กน้อยใจไรแล้วแบบนี้ผู้นี้เป็นดวงตาดวงใจคนคอย Encore une fois, je ne peux rien faire pour lui. Même les médicaments que je transporte seront tous totalement inefficaces pour l'enfant. Je suis impuissante. เศร้าเราในเด้อลูกหลานเด้อ Écoutez, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que cet enfant guérisse, je vous le garantis. Mais pour le moment, vous devez l'isoler, le mettre à l'écart des autres habitations, vous me comprenez? Laissez-moi un instant que je me change et je vous rejoins dans votre hutte. เจ้าบ่แม่นท่านหมอดอกว่าสั่นคอยสิไปส่งให้แม่เราซะเด้อ Je suis désolé. Indochine française, août 1893. Notre village a quitté Fandry depuis 6 jours. D'après mes calculs, ce village est bien celui que je recherche. Il y a de la lumière. Ça doit être une sorte de cérémonie. เจ้าเป็นไผ Doucement. Pas จะต้องกัน d'inquiétude. ยัง Je suis venu en ami. Je suis un médecin. เจ้าเป็นไผมาแต่ทางบ่ดีแล้วหนี่ไป Il ne me comprend pas. Monsieur Wetzel, au secours! เจ้ายังก่อมันเป็นไผ Pas d'inquiétude. Écoutez-moi. Je n'ai pas d'armes. Je vais vous montrer ce qu'il y a. มึงอย่าจริงเด้อจริงกูสิฆ่ามึงเด้อ Très bien, d'accord. Je ne fais plus un geste. มันเป็นไผ ถ้ามาสันปอมปุ้นลง Ne faites pas de folie. Il ne vous veut aucun mal. Il cherchait juste à me protéger. คอยบอกเจ้าหนี่ไป Baissez vos armes! Ne vous inquiétez pas. S'il avait voulu me tuer, il l'aurait déjà fait. Il a juste peur. Faites-moi confiance. Encore une fois, nous sommes venus en amis. โอ้ยสิรู้เจ้าแล้วแบบนี้พ่อเขาเคยหาถนนอยู่ในตู้ Il dit qu'il vous connaît. Oui, on se connaît. C'est le fils du chef de ce village, n'est-ce pas? Là, Hochak Toleo, tu emmènes le programme. Mais bon, เป็นแล้วเขาลูกเราเขาเชื่อเจ้าคู่กันจะเคยพอลูกหลานคอย il dit qu'il se souvient de vous et de votre aide. Malheureusement, je n'avais pas été d'une grande aide et je le regrette. Comment se porte l'enfant?
Ben Nauda is kebab Loklan. Mais nous, ça y croit. Comment? Nous pouvons en suivre en toute confiance. Je vous expliquerai en route. Sơn, nên đi thần học. Nâng. Nhục. Cháu bên khe con khỏi. Pouvez-vous lui demander qui est le défunt qu'on enterre dehors? Men prétime mes couilles. เป็นพ่อค่อยพวกค่อยเฮ็ดพิธีให้สอบเพื่อนคนจะฟัง Il dit qu'il s'agit de son père. Nous sommes désolés. Nous buvons cet alcool avec le plus grand respect pour l'âme de ton père. Qu'il repose en paix. Rosalem comme social salut. Changam de เด้อยกเล็กน้อยต่อยไรนั่นรู้ตัวนี้แค่นี้กันทันบอกมาพ่อคอยก็ได้สวยเรือคนพระลาเร็วแบบนี้เป็นที่เราได้ Il dit que les médecins français sont bien arrivés dans le village comme vous l'aviez demandé, mais que beaucoup d'enfants sont morts de la variole entre-temps. Son père aussi a succombé à la maladie. Dites-lui que je peux vacciner tous ceux qui ne le sont pas déjà. J'ai sur moi suffisamment de doses pour couvrir toute la région. Dites-lui que je suis revenu pour ça également. Pourquoi Mati n'a pas ça aussi vite? Pourquoi? ขอลูกลงดีเด้อวิญญาณพ่อคอยมาเบิ่งอย่างสวย Vous avez son consentement. พักผ่อนซะเด้อนอนหลับฝันดี Ça va, docteur? Oui. Je vais me proposer un peu. J'ai besoin de prendre l'air. Je reviens. Chère maman, j'ai enfin retrouvé le village que je cherchais. Nous avons été aimablement accueillis par le fils du chef dont je t'ai parlé précédemment. Son père m'avait fait forte impression à l'époque, car je retrouvais en lui ce caractère pudique et chaleureux, propre aux montagnards qui me rappelait tant les hommes de mon enfance. J'avais hâte de le revoir pour lui dire ma sympathie et aider les siens qui en avaient bien besoin à ce moment-là. Malheureusement, je suis arrivé trop tard pour lui témoigner mon affection. Mais j'ai pu partager la douleur de son fils. Étrangement, je me suis senti très proche de ses émotions, comme si je ressentais la même souffrance au même instant. Il me semblait que je ne faisais qu'un avec lui. C'est très troublant. C'est donc ça, la douleur d'un fils qui vient de perdre son père? Ton fils, qui pense fort à toi, docteur Yersin. Chez Monsieur Pasteur, Paris, juin 1894. Oh, entrez.
Bon ami. Je vous dérange pour une urgence, monsieur Pasteur. Yersin doit se rendre en Chine au plus vite où la peste sévit gravement. J'ai entendu parler de cette recrudescence des cas de peste en Chine. Il y a plusieurs foyers disséminés en différents endroits, je crois, n'est-ce pas? Effectivement, la maladie sévit dans plusieurs régions, et notamment à Hong Kong, et je pense qu'il serait judicieux d'envoyer Alexandre directement là-bas pour qu'il puisse mener des recherches sur place. J'en conviens, mais j'ai aussi entendu dire que les équipes du professeur Kitasato étaient déjà sur place, à Hong Kong. Et il n'est pas question que les Japonais prennent de l'avance sur la France. Souvenez-vous qu'ils collaborent depuis de nombreuses années avec les Allemands. Et Kitasato a été un élève assidu de corps à Berlin. C'est donc une affaire d'État qui se joue maintenant entre ici et la Chine. Et dites-moi, une fois là-bas, quelles seront les facilités pour Yersin pour accéder au cadavre, pour travailler? Difficile à savoir. L'Angleterre administre cette région et ne va certainement pas lui faciliter la tâche. D'autant plus que sa méconnaissance de l'anglais ne va pas améliorer ses relations avec les autorités sur place. Ils verront probablement d'un mauvais œil l'arrivée d'un Français alors qu'aucun de leurs médecins n'est en mesure de mener à bien des recherches microbiologiques. Par contre, la présence de ce Kitasato avec leur assentiment est assez surprenante. Cela cache sûrement des intérêts politiques communs aux deux pays que nous ne tarderons pas à découvrir. Oui, sans doute. Allez, mon ami, le temps presse. L'heure tourne, l'histoire est en marche. Merci encore pour vos conseils, mon ami. J'aimerais tellement que vous puissiez encore nous accompagner. Votre aura nous serait tellement précieuse. Hélas, mon état de santé ne me permet plus ce genre de folie. Mais ma flamme, je vous l'ai transmise. Elle est suffisante, je le sais. Pour que vous soyez à l'avenir celui qui portera les valeurs de notre institut. J'ai foi en vous. Vous ne me décevrez pas, j'en suis sûr. Vous avoir à mes côtés est une source de tranquillité permanente. Merci encore pour votre confiance qui m'honore et m'émeut à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Vous comptez tellement pour moi. Je vais essayer d'en être digne, je vous le promets. Ah, mais je n'en doute pas. Allez, pas trop. Vas-y, filez, avant que je ne vous relève de vos fonctions pour m'avoir tiré de là. Hôpital Kennedy Town, Hong Kong, 15 juin 1894. Professeur Kitasato. Entschuldigung. Guten Tag, Herr Kollege. Ich bin heute Morgen in Hong Kong gekommen und ich bin sofort ins Kennedy Town Krankenhaus gekommen. Hat mich ein englischer Soldat diesen Raum verwiesen. Vous étudiez les organes des personnes décédées de la peste, je présume? Lieber Kollege, Sie sind sehr beschäftigt. Aber können mir weiter zu helfen Kleid nehmen. Sie werden sehr freundlich und Sie werden mir einen großen Gefallen tun. Konnichiwa. Erkennen Sie mich wieder? Ich bin der Dr. Yersin aus dem Institut Pasteur. Scenario Dorio, watashi wa jinkan ga arimasen. Warum entretien Sie mir nicht auf Deutsch? Certes, mon allemand n'est pas très performant, mais vous le parliez très bien à Berlin. Vous ne pouvez pas en avoir perdu totalement l'usage. Die sprechen doch Deutsch, oder? Domo arigato.
Écoutez, cher confrère, la situation est assez étrange. Il y a quelques années, vous parliez parfaitement l'allemand et aujourd'hui, vous semblez être interdit devant mes questions. 私は英雄を呼びます。 Oui, d'accord, oui, j'ai bien compris ce que vous me demandiez, cher confrère. Je m'attendais à un accueil froid, mais pas à ce point-là. Peut-être au moins vous pourriez me dire où se trouvent les cadavres pour que je puisse moi aussi démarrer mes recherches. 私は英雄部。 Donc j'imagine que je vais devoir me débrouiller seul pour mener à bien ce travail. This gentleman doesn't want to get out. Sir, I am going to have to ask you to leave immediately. Cher monsieur, ma maîtrise de votre langue maternelle n'étant pas suffisamment développée, je vais être obligé de vous répondre en français. I don't speak French, sir, so please leave. 勝利をしてください。 Ich verstehe Ihnen noch kein Japanisch. Vous ne comprenez toujours pas l'allemand, vous? Instructed us. Sir, I think you've abused the situation well enough, so please leave. Oui, d'accord, oui, j'ai bien compris ce que vous me demandiez, vous aussi. Sachez que j'étais simplement venu saluer un confrère qui me connaît et qui devrait me comprendre en allemand. Lieber Kollege, ich sag also zu diesem Soldat, dass ich nur gekommen sei, Sie zu begrüßen und nicht weiter. さよなら。 Donc vous veniez toujours ne pas comprendre. C'est quand même étrange cet oubli soudain d'une langue, non? Je pense que le professeur Kitasato abuse légèrement de la situation, mais ce n'est que mon point de vue, évidemment, hein. Et vu que vous ne comprenez pas ce que je dis, peu importe finalement. Sir, if you don't want to leave, I will force you out. Alors, pour votre information, à vous aussi, hein, je ne parle toujours pas l'anglais! Ah, that's it. C'est un peu précipité les choses! Je suis souvent d'un français tout de même! Je vais aller me plaindre de l'attitude des Anglais à mon égard! Thank you. I don't want this gentleman bother me anymore. Yes, sir. Danke für Ihren Besuch. Et bonne journée, cher confrère. Mais All right, let's go. Écoutez, ce malentendu étant derrière nous, peut-être vous pourriez m'indiquer où se trouvent les cadavres. Deaf people, you know? Décidément, c'est le secret le mieux gardé de toute l'Angleterre. Bien. Alors je vais devoir faire appel au docteur Lawson pour qu'il m'indique où se trouvent les cadavres. You know Dr. Lawson? Big chief of you. Friend of me. C'est quand même étrange de s'apercevoir que l'histoire bégaye toujours quand on est en compagnie d'un Anglais. Ah, buongiorno! Bienvenue à Hong Kong! Ah, vous êtes bien le docteur Yeltsin? Oui, tout à fait, mais comment me connaissez-vous? Ah, je suis le père Vigard. Le père Vigano, le missionnaire? Si! Ah, donc vous avez eu la lettre que le docteur Lefebvre a eu la bonté de vous envoyer pour que vous m'escortiez ici. Si! Et ma connaissance du français et de l'anglais vous seront très utiles pour vous orienter dans cette grande ville en ce moment si particulière. Alors ça, je veux bien vous croire. Je n'arrive d'ailleurs pas à me faire comprendre de ce marin. Je voudrais avoir accès au cadavre et rapidement pour démarrer mon travail. Ah, c'est vrai, je vais voir ce que je peux faire avec lui. Good morning, sir. Can you tell me where the corpse room is? No, sorry, sir, there is no possible visit today. Tomorrow? The access to the corpses is exclusively reserved to Professor Kitasato and his team. Sorry, sir. Je vais être franc avec vous, les Anglais ils vont pas vous faciliter la tâche durant votre séjour ici, ça, c'est une certitude. Les confrères de Paris m'avaient prévenu que Kitasato avait ses entrées sur place et que je ne serais pas le bienvenu, mais tout de même. Je vais vous dire, moi, comment nous allons accéder au cadavre. Est-ce que vous avez un peu d'argent sur vous? Oui, tout à fait. Vous comptez soudoyer quelqu'un? Donnez-moi quelques piastres. Tu pourrais que cet Anglais-là, il va parler la langue que vous voudrez. Ça vous suffit? Grazie. Ça devrait suffire pour le réconcilier avec le français. Et oui, hein, c'est l'argent qui restera le seul moyen de mettre d'accord des Occidentaux. J'étais bien au milieu de mes moilles en Indochine. Dottore, ce marin est disposé à nous accompagner au cimetière. Thank you again, sir. Pleasure. Follow me, gentlemen. Sure.
Ma faites promptement, dottore, nous ne devons pas être découverts ici. Vous avez raison, mon père, mais je dois quand même être très vigilant au contact d'une personne décédée de la peste. Nos vies sont en jeu, donc restez bien à l'écart. Là, vous voyez cette plaie purulente dans la région crurale. C'est un bubon sur lequel je vais faire un prélèvement. J'ai la sensation que c'est par là que j'obtiendrai des résultats, et non en prélevant un organe, comme le professeur Kitasato semble l'avoir fait. Ma cette malédiction n'est pas l'œuvre du diavolo? Je ne pense pas, mon père. Ce que j'ai sous les yeux va nous livrer son secret, et il est scientifique et non mystique. Vous pouvez me croire. C'est étrange de se dire que nous sommes peut-être à l'aube de découvrir d'où provient le mal qui obsède l'humanité depuis toujours. Ma io l'espère, dottore, je vais prier pour que ça soit ainsi. Par contre, je n'ai pas d'endroit pour mener à bien mon travail. Que faire, mon père? Ah, ma si je peux vous donner un conseil, attendez rien de la Peter Kennedy Town, Dr. Lawson, vous ne tenez niente de ce côté-là. En revanche, je connais un entrepreneur chinois qui pourra vous construire une hutte en bambou, recouverte de paille, en 3 jours pour 75 piastres. M'en compensez-vous? Ai-je le choix? Il faudrait que cette hutte soit construite à proximité d'un hôpital pour que je puisse avoir suffisamment de place pour entreposer le matériel que j'ai amené. Si, certo. Et que je puisse avoir accès aux cadavres aussi. Certo. Bien, d'accord. Alors prenez mon argent et contactez l'entrepreneur. Moi, je vais essayer de faire avancer mes recherches comme je peux. Merci pour tout ce que vous faites. Vous savez, votre nom restera dans l'histoire pour avoir contribué à vaincre la peste. Grazie, dottore. Mes prières vous accompagnent. Buona fortuna. Arrivederci. Académie des sciences, Paris, septembre 1894. Mes très chers confrères, c'est avec une grande fierté que je vais vous lire le compte-rendu du docteur Yersin à l'issue des recherches qu'il a menées à Hong Kong sur le bacille de la peste. Je vous précise que ce compte-rendu a été rédigé moins d'1 semaine après son arrivée sur place. C'est prodigieux, mes chers confrères. En voici donc la lecture. La pulpe des bubons, recueillie sur des cadavres, est remplie d'une véritable purée d'un bacille court, trapu, à bout arrondi, assez facile à colorer par les couleurs d'aniline, et ne se teignant pas par la méthode de Gram. On retrouve ce bacille en très grande quantité dans tous les bubons et les ganglions des malades. Le sang en renferme quelquefois, mais en beaucoup moins grande abondance. Si on inocule la pulpe des bubons à des rats, à des souris ou à des cobayes, on tue sûrement ces animaux et ils présentent à l'autopsie les lésions caractéristiques avec de nombreux bacilles dans les ganglions. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution des recherches sur le bacille de la peste, mesdames et messieurs, mes chers confrères. Merci beaucoup. Ce cher Albert Calmette, vous étiez dans l'assemblée, je ne vous voyais pas. Je m'effaçais derrière le maître. Oui. Bravo pour cette lecture tout en maîtrise, tout en retenue. Alors, notre ami commun a encore fait parler de lui. Oui, hein. pour le meilleur, Albert, pour le meilleur. C'est un grand moment pour l'Institut et pour la France. Vous auriez pu tout aussi bien leur raconter comment Yersin a fait sa découverte. C'est beaucoup moins solennel que ce que vous leur avez raconté, mais beaucoup plus drôle, assurément. Racontez, Albert, sans tarder. Yersin m'a expliqué qu'il avait fait ses recherches sans grand moyen, dans une hutte à température ambiante, alors que Kitasato utilisait une étuve, comme c'est la règle. Et grand bien après Yersin, parce que la bacille de la peste se développe en dessous de 30 degrés, ce qui est la température moyenne en ce moment, en cette saison, à Hong Kong. Alors que Kitasato utilisait une étuve réglée à 37 degrés. Cette anecdote est savoureuse, Albert. 7 degrés séparent donc le commun des mortels du savant qui passera à la postérité. Mais c'est une règle mathématique connue depuis l'Antiquité. Bien, maintenant je vous propose de trouver une bonne bouteille de saké et de la boire à la santé de notre bon vieux professeur Kitasato. Oh oui. Ah, si vous saviez comme j'ai hâte de serrer à nouveau notre ami commun dans les bras, avant qu'il ne s'envole vers d'autres cieux. Il ne manquera pas de fer, vous vous en doutez bien. Ah, oui. Ah, mais après tout, s'il n'avait pas ce désir de liberté,
Peut-être ne serait-il pas ce docteur Yersin que nous connaissons et admirons. Il ne devrait pas tarder à rentrer en France. Il me l'a promis pour que nous puissions poursuivre ses recherches sur le bacille de la peste. Je veux en être, assurément. Mais vous en serez, Albert. Vous allez former une équipe tous les trois avec le docteur Borel, vous le connaissez? Amédée? Ah oui. Je dois dire qu'il est brillant et charismatique, mais il possède une sensibilité artistique qui, dans certaines situations, peut s'avérer gênante. L'autre jour, il m'a demandé de poser avec un cobaye. C'est étrange, non? Il me semble que Alexandre et vous-même, vous avez vu des choses bien plus étranges en Indochine. Ça ne devrait pas poser problème. C'est vrai. Institut Pasteur, Paris, juillet 1895. Alexandre! Alexandre! Réveillez-vous! Voici l'animal qui va changer le cours de l'histoire de l'humanité! Que se passe-t-il, docteur Borel? Amédée. Amédée? Amédée! Ah, Amédée! Qu'est-ce que vous faites avec cet animal dans vos mains? Doucement, mon bon Amédée, vous tenez dans vos mains une bombe. Si cet animal venait à s'échapper et propager la peste dans toute la ville. Non, pas du tout, cet animal est parfaitement guéri! Je vous assure, je viens de sculpter, il n'y a plus aucun risque! D'accord, très bien, je vous crois, mais pourquoi le tenez-vous dans vos mains? Parce que je souhaite immortaliser la scène en la dessinant et j'ai besoin de lumière, donc je me déplace vers la fenêtre. Albert, réveillez-vous. Le docteur Borel a une illumination et je pense qu'il est fiévreux. Pas du tout! Tout va bien, Amédée? Ah, Amédée, pourquoi vous tenez ça comme ça? Rassurez-nous, Amédée, vous ne vous êtes pas inoculé la peste au moins? Non, pas du Amédée, tout! ça va? Très bien! Très bien, donc reposez cet animal s'il vous plaît. Nous voudrions l'examiner avant de tirer des conclusions hâtives. Oui, mais Amédée, posez ça. Mais- Faites tranquille, Alexandre. Sans ça, c'est votre santé mentale qui risque de vous inquiéter, Amédée. Très Vous avez bien. compris? Amédée! Oui, mais je peux aller au moins vers la fenêtre pour croquer la scène! Vous pourrez, Amédée, quand nous aurons examiné l'animal. Mais regardez les choses! Ah, Amédée, reposez cet animal tout de suite. Nous allons nous assurer que tout va bien. Sûr que tout va bien! Amédée, ça suffit maintenant. Faites ce que vous dites, Alexandre. C'est terminé. Posez Très l'animal. bien, très bien. Mais je vous assure que cet animal est parfaitement guéri et que l'inoculation que nous avons pratiquée hier alors qu'il était au plus mal a parfaitement fonctionné. Nous avons la preuve que notre sérum anti-peste injecté 12 heures après le bacille de la peste obtient les résultats escomptés sur notre petit ménard à grandes oreilles. Merci, Amédée. Curieux comme ça. Effectivement. Il semble que nos expériences de sérothérapie aient porté leurs fruits. Aucun des signes cliniques habituels de la peste n'est visible chez ce lapin. Pas de fièvre, pas de bubon. Cet animal devrait être mourant à l'heure qu'il est. Et il est plein de vie. Vous voyez bien, cet animal est parfaitement guéri. Amédée, ne refaites plus ça. Ce n'était pas scientifique comme attitude. Nous avons cru un moment que vous aviez perdu la raison. Je le conçois, mais dans l'enthousiasme, j'ai eu un élan artistique soudain. Comment réagir autrement de l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de la médecine? En prenant les précautions qui s'imposent en pareil cas. Non mais c'est inconscient ce que vous avez fait. Vous nous avez fait courir un grand risque. Allez tous les trois. Calmez-vous, cher confrère. Albert, nous maîtrisons suffisamment la situation maintenant. Cet incident doit rester entre nous. L'image de l'Institut ne peut pas être entachée par l'excès d'enthousiasme de l'un des nôtres. Je vous propose donc de nous calmer et d'analyser sereinement la situation. Nous avons donc devant les yeux un lapin en parfaite santé. Suite à l'inoculation du sérum tiré du sang d'un cheval qui a lui-même produit les anticorps nécessaires pour se défendre du bacille de la peste. C'est exact? C'est exact. Nous pouvons donc déduire de cette expérience que le sérum a produit les effets escomptés rapidement. C'est ce que je m'évertue à vous dire depuis tout à l'heure. Certes, Amédée, mais la manière n'était peut-être pas très appropriée. C'est ce que je disais à la minute. Bien.
Maintenant que tout le monde a retrouvé ses esprits, nous allons pouvoir consigner les résultats de ces recherches et reprendre l'expérience afin d'en vérifier les résultats à nouveau. Allez, mettez rendez-vous utiles, prenez de quoi écrire et notez ce que vient de dire Alexandre. Je vous dis que... Ces expériences de sérothérapie sur les cobayes méritent d'être poursuivies. Si les résultats continuent d'être satisfaisants, il y aura lieu d'appliquer cette méthode pour la prévention et la guérison de la peste chez l'homme. Voilà. Oui, vous avez démarré par la conclusion. C'est original comme démarche. Cette journée ayant mal commencé, je préfère aller directement à la conclusion. Albert, peut-être aussi que cette conclusion augure de très bonnes perspectives. Nous avons avancé sur le vaccin. Nous avons même aujourd'hui les premiers résultats qui nous permettent d'envisager des guérisons. C'est fantastique, n'est-ce pas, messieurs? Sans aucun doute. L'Institut Pasteur vous remercie, chers confrères. Et à titre personnel, je vous félicite même. Alexandre, vous avez été vous-même un précieux collaborateur. Quant à vous, Albert... Je m'associe volontiers à cette effusion de sentiments, mais je préfère que vous restiez un petit peu loin de moi. On ne sait jamais, ce lapin simule peut-être une guérison, qui sait. Albert, si nous n'étions pas confrères, je vous aurais mis mon poing dans la figure, pour humiliation manifeste. Ne recommencez pas, messieurs. Réjouissons-nous plutôt de cette belle journée qui débute. Ouais, mais je me réjouirai quand Amédée nous aura offert le café de la réconciliation. Très bien. Je vous propose donc de nous changer et de descendre le déguster à une terrasse pour profiter de ce beau matin d'été à Paris. Voilà qui semble être une proposition qui met tout le monde d'accord. Vous me précéderez donc, chers confrères. Je vous en prie, pas de cérémonie entre nous. Je n'en ferai rien. Vous faites bien. Mission catholique, Canton, le 26 juin 1896. Who are you? What do you want? Je suis le docteur Yersin. J'ai été envoyé à Canton par le consul de France pour vous rencontrer. Ah, entrez, docteur, entrez. Par ici. Entrez. Pardonnez-moi de me montrer si prudent, mais avec cette recrudescence des cas de peste en ville, les Chinois sont à cran. Le sentiment anti-occidental est exacerbé, surtout envers les Français. Je viens de Hong Kong où l'épidémie est presque terminée, alors on m'a demandé de me rendre expressément dans cette ville. J'ai sur moi des sérums, mais qui n'ont été testés que sur les animaux. Vous n'en avez parlé à personne depuis votre arrivée, j'espère. Non, je suis venu vous voir directement. Vous avez bien fait. Les Chinois sont extrêmement hostiles. À me remettre, vous seriez lynchés sur le champ. Personne ne vous a suivi. Je ne crois pas, non? Combien vous fasse. Vous auriez pu faire courir un grand danger à cette mission et c'est un risque que je ne veux pas prendre. Monseigneur Chose, c'est moi qui dirige cette mission. Docteur Yersin, de l'Institut Pasteur. Oh, mais je vous connais, docteur. Tout le monde vous connaît depuis cet exploit réalisé à Hong Kong. Vous êtes brillant. Non, vous savez, j'ai simplement eu la chance d'être au bon endroit et dans les bonnes conditions. Ah, et modeste. Non, c'est du réalisme, vraiment. Maintenant, est-ce que vous pourriez me décrire la situation en ville? Comme je vous l'ai dit, je préfère rester prudent. Je connais assez peu la situation en ville. En revanche, je suis très inquiet pour l'état de santé d'un de mes séminaristes. Tizé. C'est un jeune infirmier chinois que je trouve très mal en point depuis ce matin. Il est pris de violents maux de tête, de vertige. Il faut que je l'examine au plus vite pour établir un diagnostic. Bien sûr. Est-ce que vous avez remarqué d'autres personnes comme lui dans la mission? Non, grâce à Dieu, c'est le seul. Venez, je vous conduis à sa chambre. Le même jour, à 15 heures. Entrez, docteur, par ici. Personne d'autre que vous n'est rentré dans cette chambre depuis ce matin. Non, je connais les précautions à prendre en pareille situation. Je vais l'examiner. Il parle français. Un peu, mais il comprend suffisamment. Tizé. Et il est somnolent, la maladie l'a beaucoup fatigué. Ce matin, il délirait, même j'ai eu très peur. Bonjour Tizé. Je suis un médecin français et je vais t'examiner si tu es d'accord. Ouais, allez-y, docteur. Est-ce que tu peux te redresser? C'est trop dur. Il est pris de vertige quand il se lève. Tu as mal où? Là, Tu as mal à l'aine?
Est-ce que tu peux me montrer ta langue? Merci. Je ne t'embête plus, tu peux te rendormir. Monseigneur, malheureusement, il n'y a aucun doute quant aux symptômes que nous avons là. Il s'agit bien d'un cas de peste avéré et c'est grave. Un bubon est déjà apparu et la fièvre a l'air d'être sévèrement montée. Donc, il en a pour quelques heures, au mieux quelques jours. Quelque chose, docteur, je vous en supplie. C'est un très bon infirmier, très apprécié de tous. Sa perte sera un grand chagrin pour toute la communauté. Pouvez-vous tester votre sérum sur lui? C'est délicat. Comme je vous l'ai dit, nous n'en sommes qu'à la phase de test sur les animaux. Oui, mais les résultats sont concluants. Dans la majorité des cas, oui. Allez-y, docteur, testez votre sérum sur lui. J'en prends la responsabilité. Ça n'est pas si simple, monseigneur. Le médecin doit avoir une attitude très responsable dans tout ce qu'il accomplit. C'est une question de déontologie, vous me comprenez, n'est-ce pas? Bien sûr, je vous comprends, mais vous dites vous-même qu'il s'agit d'une urgence, que de toute manière il est condamné alors, qu'avons-nous à perdre? C'est la dernière chance de survie de mon élève, n'est-ce pas? Je le crains, oui. D'accord, très bien. Je vais lui inoculer le sérum et ensuite je préviendrai le consul que devant l'urgence de la situation, j'ai pris la responsabilité de tenter l'expérience. C'est moi qui prendrai cette responsabilité auprès du consul. Mais surtout, pas un mot à la population. Hein. Vous seriez lynché sur le champ. Oui, bien sûr. Je prépare le sérum. Le même jour, 21 heures. Mais il délire complètement, c'est affreux. Je viens de lui faire la 3e injection après celle de 5 et 6 heures. Comment interpréter ces signes, docteur? Qu'en pensez-vous avec votre expérience? Les délires et les vomissements qui l'accompagnent ne sont pas anormaux. Pour le moment, nous devons juste attendre que les anticorps commencent à agir contre la maladie. Vous êtes sûr? Ces réactions sont vraiment très violentes. C'est un processus impressionnant, mais il n'y a rien d'anormal. Tant qu'il est en vie, l'espoir demeure. Faites-moi confiance. Je vais prier pour lui. C'est tout ce que je peux faire pour le moment. Oui. Donnez-lui toute l'énergie, toute la foi que vous pouvez. Le même jour, minuit. Docteur, comment va-t-il? Il s'est endormi il y a 1 heure. Mais par contre, la fièvre n'est pas retombée. Au moins, il ne se débat plus. C'est important pour qu'il garde les forces qui lui restent. Il est plus de minuit, peut-être voudriez-vous faire une pause pour manger quelque chose, dormir un petit peu? Je veillerai sur le tisane en attendant. Oui, volontiers. Je fatigue un peu. Je peux m'installer là? Oui, bien sûr. Mais ne touchez à rien dans la chambre et surtout pas aux malades. Et lavez-vous les mains dès que vous sortez de la chambre. Le lendemain matin. Docteur, comment va-t-il? Sa respiration semble normale, n'est-ce pas? Oui. Je me suis endormi quand j'ai constaté que la fièvre était retombée. Pour le moment, le sérum semble avoir porté ses fruits. Mais il faut rester prudent. Regardez comme il dort, paisiblement. On dirait un nouveau-né après sa première tétée. Vous avez raison. Il est beau comme un bébé qui dort paisiblement. Ah, il se réveille. Tisé, comment te sens-tu, mon petit? Je n'ai plus mal à la tête. C'est une bonne nouvelle. Maintenant que tu es réveillé, je vais t'examiner. Tu es d'accord? Oui, docteur, allez-y. Tu ne peux toujours pas te redresser.
Très bien, Tizé. Tu as mal quand j'appuie? Non, je n'ai plus mal. Te sens-tu faible? As-tu besoin de dormir, de manger? Non, j'ai plus de force. Et te lever. Est-ce que tu penses que tu pourrais? Bien sûr, je suis à côté de toi pour t'aider si ça ne va pas. Prends le temps que tu veux. C'est magnifique, Tizé. Et marcher quelques pas. Est-ce que tu penses que tu pourrais? Je suis guéri. Je suis guéri. C'est un miracle de Dieu. Oui, Tizé. Dieu nous a entendus. C'est magnifique. Pas de précipitation. Pas de précipitation, jeune homme. Tu dois retourner au lit d'abord. Tu dois te reposer et moi, il faut que je parle à mon Seigneur. Il n'a plus de bubon, il n'a plus de fièvre, il n'a plus de douleur. Il semble même avoir retrouvé toutes ses forces. Ça veut dire qu'il est guéri? Si vous n'aviez pas été avec moi pour constater son état comme moi ce matin, je dois avouer que j'aurais cru avoir rêvé la scène, mais oui, il semble effectivement qu'il soit guéri de la peste. Merci. Merci, docteur. Vous avez sauvé ce malheureux. Vous êtes un bienfaiteur de l'humanité. Je vous en serai reconnaissant toute ma vie. Tizé, tu es guéri. C'est formidable. Nous allons prier pour remercier Dieu, le docteur Rierserrier et toutes les bonnes âmes qui vivent sur cette terre. Gégé, docteur. Je vais prier pour vous. Repose-toi, mon petit. Repose-toi. Tu auras besoin de toutes tes forces pour revenir parmi nous. Merci. Merci, docteur, d'avoir eu le courage d'utiliser votre sérum. Ah non, si je l'ai fait, c'est que j'y croyais. J'ai suivi l'exemple de mon maître, Louis Pasteur. Attention, vous devenez presque mystique. Êtes-vous croyant? Oui, je crois dans le courage et dans la science. Je ne saurais vous en blâmer, surtout en pareille circonstance. Je dois vous laisser maintenant. Je dois prévenir le consul que le sérum a les effets escomptés. Il reste encore de nombreux tisés à guérir, et je compte bien sur lui pour qu'il intercède auprès de ma faveur avec les autorités locales. Sortez le malade de la chambre et désinfectez-la. Brûlez ses affaires, ça c'est très important. Et lui, il doit rester au lit. Je reviendrai vous voir dans quelques semaines pour prendre des nouvelles de votre séminariste. Allez, portez la bonne parole, docteur. Je m'occuperai de Tizé pendant ce temps. Mais si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour raconter ce que vous avez accompli cette nuit, je suis votre homme, assurément. Non, sans façon. Je fais ce que j'ai à faire et je rentre chez moi en Atrangue au plus vite. Est-ce que vous vous rendez compte que vous risquez de passer à la postérité? Ce n'est pas le but de mon métier. Ah, et que pensez-vous laisser au monde après votre mort? Mes ossements, assurément.